Monsieur le Président du Haut Conseil, merci pour vos deux avis sur le PB SMT d'une part et puis les projets de loi de finances initiales et projets de loi de financement de la Sécurité sociale. J'ai une série de 7 questions à vous poser. Première question, la prévision de croissance du gouvernement pour 2025 vous paraît un peu élevée, notamment en raison de l'effet récessif des mesures, hausse des prélèvements obligatoires et baisse des dépenses publiques dont vous déplorez par ailleurs le caractère peu documenté. Vous serait-il possible de quantifier au moins sous la forme d'un ordre de grandeur, ce possible effet récessif? Deuxième question, l'une des conditions de prévision de croissance de 1,1% du gouvernement est une reprise de la consommation des ménages. Cela suppose notamment un certain reflux du taux d'épargne des ménages, car celui-ci atteint aujourd'hui 18,1% du revenu disponible, bien au-dessus de sa moyenne de long terme de 15%. Il ne diminuerait, d'après les prévisions gouvernementales, en outre que de 0,5 points en 2025 à 17,6%. Compte tenu de ce phénomène d'épargne durablement élevé, la prévision de croissance n'est-elle pas non seulement un peu élevée, mais d'une grande fragilité? Troisième question, quant aux entreprises. Leur taux de marge perdrait 2 points entre 2023, où il était de 32,7%, et 2025, où il tomberait à 30,7%. Quant à leur taux d'épargne, il serait également réduit, d'après toujours les prévisions gouvernementales, de 4 points. Il passerait de 21,7 en 2023 à 17,1 en 2025. Dès lors, n'est-il pas hasardeux d'envisager même une timide reprise de l'investissement? Question suivante concernant les dépenses des administrations publiques. La tendance d'augmentation fléchirait fortement par rapport à 2024, avec une hausse de 2,1% en valeur et de seulement 0,4% en volume. Vous relevez dans votre avis que cette cible d'évolution des dépenses est, je cite, particulièrement ambitieuse. Quel crédit accordez-vous aux prévisions d'économie sur le budget de l'État d'un montant de 20,3 milliards d'euros pour 2025, sachant que leur détail ne vous a pas été précisé par le gouvernement? Question suivante. S'agissant du champ des administrations de sécurité sociale, l'augmentation de l'ONDAM serait contenue à 2,8% par rapport à 2024. Cela suppose des économies importantes de l'ordre de 3,8 milliards d'euros. Quelles seraient les conséquences de cet effort sur les hôpitaux publics et privés et les cliniques privées, alors que leur déficit de fonctionnement devrait atteindre plus de 2 milliards d'euros pour les seuls hôpitaux publics? Avant-dernière question. Enfin, le niveau d'endettement public devrait croître, d'après les prévisions, fortement en 2024 et en 2025 de 3 points de PIB et de 1,8 point de PIB respectivement. La tendance haussière se poursuivrait jusqu'en 2027, année où il atteindrait 116,5% du PIB. La hausse de la charge de la dette, qui selon le gouvernement devrait passer de 1,9 point de PIB en 2023 à 2,8 en 2027 et 3,5 du PIB en 2031, s'appuie sur une hypothèse de hausse des taux longs d'intérêt qui passerait de 3% en 2023 à 3,8% à l'horizon 2027. Cette estimation de l'évolution des taux et du coût de la dette publique vous paraît-elle réaliste? Avez-vous pu accéder aux hypothèses économiques sous-tendant ces prévisions? Dernière question. Vous relevez enfin que la prévision d'une baisse de 0,9% en volume des dépenses de fonctionnement des administrations publiques locales, soit de 0,9% d'augmentation en valeur, est particulièrement fragile. Pouvez-vous nous préciser les motifs de cet avis? Merci, Monsieur le Président. Alors, en réalité, Monsieur le rapporteur général, il me semble qu'il y a pas mal de réponses qui sont contenues dans vos questions, ce qui va me faciliter la tâche. Pour ce qui est d'abord de l'effet récessif, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Disons que sur la base du multiplicateur retenu par le gouvernement lui-même, l'effet dépressif budgétaire serait de quelques 0,5 points. Ce qui fait que, ou 0,6, si c'est à 0,5 par rapport à 1,2, ce qui veut dire que l'effort ou l'effet de la croissance spontanée hors effet récessif serait à la base de 1,7%. Ce n'est pas ce que disent les chiffres. Alors, nous ne disons pas pour autant qu'il est impossible de faire 1,1, mais il faudrait du coup que la croissance spontanée augmente et que l'effet récessif soit moindre. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas un raisonnement de base. Et à partir de ce moment-là, c'est pour ça que je disais que les choses sont un peu contenues dans vos questions. Nous disons nous-mêmes de manière assez nette que, en effet, la reprise de l'investissement nous paraît un peu haute.
que la reprise de la consommation nous paraît un peu haute, que la décrue de l'épargne nous paraît relativement élevée, que pour ce qui concerne les économies État, nous n'avons pas eu les informations sur leur répartition, donc il est difficile d'en apprécier complètement le réalisme. Pour ce qui concerne le champ des administrations de sécurité sociale, ça supposerait selon nous des économies en dépenses de 4,9 milliards par rapport à une tendancielle estimée à 4,7%, notamment grâce à des mesures qui ne sont pas spécifiées sur le champ des établissements et des professionnels en ville et un transfert de la charge vers les assurés et les mutuelles. Donc il n'y a pas forcément d'impact sur les hôpitaux ou de lien, mais ce n'est pas inatteignable de faire 4,9 milliards sur l'Ondam. Il faudra simplement que vous posiez au gouvernement les questions qui conviennent pour savoir ce qu'il envisage très exactement. Pour ce qui est de l'évaluation des nouvelles en prélèvement obligatoire, nous disons qu'elles sont un peu élevées. Nous n'avons pas d'informations suffisantes sur l'ensemble des mesures. Il est possible d'évaluer le montant de la surtaxe sur les grandes entreprises. Il y a pour ça le précédent de 2017. Une surtaxe équivalente avait rapporté 5 milliards d'euros. Compte tenu de la hausse du bénéfice d'entreprise constatée depuis 2017, 8 milliards ne nous paraît pas non crédible. De même, la hausse de 4 points des cotisations vieillesse de la CNRACL est aisée à évaluer. Elle devrait bien rapporter 2,3 milliards d'euros. En revanche, nous ne pouvons pas évaluer d'autres mesures importantes, comme la refonte des allègements généraux, la taxe sur les très hauts revenus, faute d'informations suffisantes sur les mécanismes envisagés. Pour les hypothèses de taux d'intérêt, il n'y a pas d'explication précise donnée par le gouvernement, pas beaucoup d'informations. C'est peut-être élevé, mais il est difficile pour nous d'être plus précis. De toute façon, ça repose quand même sur un chemin qui demandera à être confirmé et dont la première étape pour 2025 reste à dessiner. Pour ce qui est des collectivités locales, oui, excusez-moi, j'ai répondu tout à l'heure, oui, ça revient effectivement à... Les mécanismes de résilience ne sont pas spécifiés, donc ils devront par définition être prévus. Ce que je veux dire quand même, je me reporte à une observation que nous avions faite l'an dernier, au moment de à la fois le PLF, la LPFP et le programme de stabilité. Nous soulignons que déjà à l'époque, on envisageait une baisse en volume des dépenses des collectivités locales. On constate au contraire une hausse très importante. Si on n'est pas capable de définir de manière précise des mesures de résilience, alors ces chiffres sont eux aussi conventionnels et ne se réaliseront pas. Voilà, c'est aussi simple et brutal que ça. Merci. On va passer aux orateurs.